Qui êtes-vous? Laurent Riche. Enchanté. Alors dites-moi où nous sommes. Alors nous sommes à Auxerre. On est au bord du canal du Nivernais, on est sur le Tour de Bourgogne Vélo. Et on est aussi au bord de la rivière Yonne, à Auxerre, en Bourgogne. D'accord, alors je vois une grande bâtisse ici. En fait, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que c'est? Alors on est sur le site d'un moulin, le moulin des Prés, qui date du XIe siècle, qui était là avant que le canal existe. Le canal c'est 1840 celui-là. Canal du Nivernais 1840, le moulin des Prés existait depuis le XIe siècle. C'était un moulin et puis donc ça a été transformé en moulin à farine, moulin à écorce, il y a eu plein d'activités et puis dernièrement ça a été transformé en usine élévatoire. C'est-à-dire qu'on utilise la force de l'eau, la force motrice de l'eau, donc le côté moulin, pas pour faire tourner des meules pour écraser de la farine ou des écorces, mais pour faire tourner des pompes qui servaient à pomper de l'eau potable qui est dans une nappe qui est derrière vous là, de l'eau dans une nappe souterraine, et puis on chargeait les réservoirs de la ville, c'était l'adduction d'eau. Voilà, ça a marché jusqu'à il y a une cinquantaine d'années encore. Et maintenant, la nouvelle fonction ou... Alors, donc on a récupéré ces locaux-là qui n'ont plus du tout la fonction de moulin. On a détourné, on a gardé la taille des bâtiments. Ce qui nous intéresse, c'est la taille des bâtiments et la localisation. Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, on est au bord du canal du Nivernais, au bord de la véloroute. Donc là on sort de chez nous et on est sur la véloroute. Donc il n'y a pas de voiture, on peut attaquer le vélo en sécurité. On est d'autre part bien placé parce qu'on est entre la ville historique d'Auxerre, qui est à 500 mètres de nous là. Donc on est entre la ville et la gare. On est à côté, derrière ce pont là, il y a la gare SNCF. Donc les trains arrivent là régulièrement, toutes les heures, de Paris, de Dijon. Et donc on est bien placé. Donc ça permet de faire jouer la complémentarité train plus vélo. D'accord. Alors donc ici c'est une maison du... C'est la maison du vélo. On l'a baptisée maison du vélo, oui. Et alors quel type de service Alors on est plutôt sur le tourisme, nous. On est donc une location à vocation touristique. Alors on a des gens, on a des locaux qui viennent louer un vélo 1 heure ou 2 heures, principalement, je veux dire, ou des grands-mères ou des grands-parents qui accueillent leurs petits-enfants et puis qui vont faire 1 heure, 2 heures de vélo. Ils n'ont pas de matériel chez eux, donc ils viennent le louer là, ou alors leur matériel n'est pas en état ou pas accessible, donc ou ils veulent pas le charger sur la voiture, donc ils viennent ici louer un vélo pour 2 heures. Ils font une balade, alors soit côté ville, soit côté campagne. Et puis à l'extrême, on a des gens qui viennent louer un vélo pour 15 jours, pour faire tout le tour de Bourgogne Vélo, pour faire 600 km. Donc on a pas mal d'étrangers qui viennent faire ça, des Canadiens, des Suédois, des Norvégiens. On est Auxerre, on est par rapport à Paris, qui est le premier point d'entrée sur le territoire français pour les touristes. On est très bien placé. On est le point d'entrée numéro 1 sur le Tour de Bourgogne à vélo. Et puis Auxerre, une ville qui a quand même une bonne capacité d'hébergement. Il y a tous les types d'hôtels, du camping au gîte d'étape, aux 4 étoiles. C'est une bonne base de départ pour attaquer le Tour de Bourgogne à vélo. Donc on a des locations à l'heure, je dirais. Et puis le maximum qu'on fasse, c'est 2 semaines. Voilà, pour des étrangers, 12-13 jours. Et entre les deux, ce qui représente la majorité de notre activité, c'est de la location sur 4 jours, 5 jours, pour faire le canal du Nivernais. Donc on a des gens qui qui démarrent ici leur périple à vélo, et puis qui laissent les vélos 4 jours, 5 jours plus tard sur la Loire, à Decize ou à Nevers. D'accord, donc votre activité primaire, principale, on va dire, c'est la location. Il y a d'autres services derrière qu'on vous demande, que vous avez dû développer ou... Oui, alors effectivement, je ne vais pas tout développer. L'activité numéro 1, c'est la location de vélos. On entretient nos vélos et puis donc on entretient aussi, on assiste les gens qui sont en voyage à vélo. On a des gens qui, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, on a des gens qui sont en voyage à vélo, qui sont avec des vélos chargés, qui ont des problèmes. Alors ils ont des problèmes avec leur sacoche, ils ont des problèmes avec leur chaîne, avec leur béquille, ils ont des petits problèmes qu'on rencontre quand on est en voyage. Alors c'est les problèmes. Donc les gens, ça fait 3-4 jours qu'ils sont en panne. Alors quand on a cassé ses béquilles, c'est pas dramatique, ça n'empêche pas de rouler, mais quand on trouve un endroit pour la réparer, on est content de pouvoir le faire. Donc voilà, nous, en étant à l'entrée ou à la sortie du canal du Nivernais, on est un point stratégique pour ce genre de service, quoi. On est une sorte de, pas plaque tournante, mais on a un point. C'est un point d'entrée, quoi. C'est une base, c'est un camp de départ, quoi. Du coup, s'il y a des étrangers, j'imagine que vous devez parler une langue étrangère pour pouvoir faire ce métier ou... Oui,
Anglais nécessaire? Oui, moi je parle anglais, mais voilà, j'ai des employés j'ai une employée qui parle anglais, l'autre qui parle pas, mais effectivement, si on parle la langue, c'est mieux pour échanger. Pour la mécanique, c'est pas indispensable de parler la langue. Hein. Les gens, ils vous montrent leur béquille, on voit bien qu'elle est cassée, on leur dit combien ça coûte et ils comprennent vite, on leur écrit sur un papier. Donc l'anglais, effectivement, c'est indispensable, enfin, c'est pas indispensable, c'est très très apprécié pour travailler dans le tourisme à vélo. C'est pas indispensable pour la mécanique, quoi. Alors pour faire tourner une maison du vélo, bien que vous m'avez dit que vous étiez un petit peu particulier parce que vous êtes une entreprise et la plupart des maisons du vélo sont des associations, vous m'avez dit. Oui, mais maison du vélo, c'est pas un terme c'est pas un cahier des charges. Il n'y a pas de le fait de choisir le nom maison du vélo, ça n'engage pas à comment dire, un éventail de prestations cataloguées. Voilà, nous on gère déjà la maison des randonneurs à Auxerre, donc on a la maison du vélo. En fonction des personnes, du profil des personnes qui s'en occupent, et en fonction du contexte local. Si on est à Lyon, par exemple, où il y a une forte population étudiante et une ville relativement plate à la confluence entre le Rhône et la Saône, on va pas avoir les mêmes demandes que sur une ville comme Auxerre où il y a 36 000 habitants, une vie étudiante pas très intense. Tous les étudiants ils se déplacent en voiture ici parce que on circule bien en ville. L'IUT et puis l'école d'ingénieurs par apprentissage là sont à l'extérieur de la ville, donc puis il y a des parkings, donc les étudiants ils vont en voiture. Le vélo est vraiment pas indispensable. Il y a quelques étudiants qui se déplacent à vélo, mais c'est plus un choix personnel qu'un côté pratique ou indispensable. Alors donc si on a une maison du vélo à Lyon et une maison du vélo à Auxerre, forcément elle n'a pas la même dimension, elle n'a pas les... Oh attention le parasol. Donc oui, je disais maison du vélo. Donc après nous on est amoureux du vélo et on a un côté sauvegarde, comment dire. Tout le monde ne connaît pas l'histoire du vélo. Le vélo, ça date de 1900. L'invention de la pédale, c'est 1857, 1860, par un dénommé Michaud de Bar-le-Duc. C'est une invention française. Ça, c'était vraiment le prémisse du vélo. Alors, la draisienne, 1820, la pédale, 1857, 1860. Et puis, après le vélo normal avec deux roues, le vélo comme on le connaît maintenant, hein, deux roues égales, une chaîne des pédales, ça c'est 1900. Et après, je dirais qu'il n'y a pas eu beaucoup jusqu'à l'avènement du VTT, du mountain bike, dans les années 1970-1980. Le vélo n'a pas beaucoup évolué, quoi. Le mountain bike a amené plein de choses, des vitesses indexées, des freins à disque, et puis maintenant le côté électrique. Mais alors, le vélo, c'est une invention récente, un peu plus de 100 ans, plus récent que le canal. Le canal, tout à l'heure, je vous disais, c'est 1840. Le canal, et donc, le vélo est arrivé après le canal. C'est incroyable. Il y a plein de choses. Même la voiture est arrivée avant le vélo. L'avion, on a commencé à voler dans les mêmes époques, quoi. Pourtant, ça paraît bien plus compliqué de voler que de faire un vélo. Mais en fait, le vélo, il n'y a pas une si grosse antériorité que ça. Pas du tout. Est-ce que c'est dû au revêtement qu'il nécessitait au début non, qui l'a retardé par rapport aux autres inventions? Non, c'est pas le revêtement. Le revêtement, il est venu sur la route en 1910. Le bitume, c'est 1910, et c'était pour coller la poussière au sol. C'était pas du tout parce que comme les voitures commençaient à aller vite. Quand je dis vite, c'est 22 km/h. Ça décollait de la poussière. Et donc c'était désagréable. Donc la première raison pour laquelle on a mis du goudron on a collé les cailloux sur la route avec du goudron, avec du bitume, c'est 1910 et c'est uniquement pour la raison, je dirais, de propreté. Mais c'est pas de raison de sécurité ou de confort ou de choses comme ça. Le confort, on ne pensait pas qu'un jour on pourrait rouler sur des billards. Dans des voitures mieux assises dans son salon, quoi. On pensait pas à ça. Donc je pense pas que le vélo se soit développé avec l'avènement de pistes de roulement confortables. Je pense que c'est un ensemble de choses
c'est un ensemble de choses. La machine à vapeur était venue quelques dizaines d'années plus tôt. C'est la révolution industrielle, c'est un tas de nouveaux métiers qui se mettent en route en même temps. On peut le travail du fer. Alors, on n'est pas à l'âge du fer, hein, loin de là, mais le travail du fer. On a des maréchaux ferrants dans tous les villages qui réparent les fers des chevaux, mais aussi les cerclages des roues, mais aussi les socs des charrues, mais aussi les ferrures des portes. Enfin, ils savent manier la ferraille et ils font tout ce ils sont pas spécialisés. Ils font et il y a pas de, on est encore loin de la mondialisation et des transports, donc les gens ils trouvent leurs clients sur place et donc ils choisissent leur métier en fonction, leur spécialité en fonction de la demande locale. Il n'y a pas de transport. Vous n'allez pas faire réparer votre charrue à 50 km. Vous faites réparer votre charrue dans votre village ou dans le village d'à côté. Alors la personne, le charron, le maréchal ferrant qui est capable de manier la ferraille, il fait tout ça. Et certains se sont spécialisés dans la fabrication de vélos. Donc dans Lyon, à Auxerre même, on avait 3 fabriques de vélos qui étaient des gens locaux qui n'étaient pas spécialistes du vélo mais qui savaient travailler la ferraille. Voilà et alors donc dans notre maison là on stocke on sauve quelques spécimens de vélos anciens qui ont été fabriqués dans le coin. Alors la marque la plus répandue c'est Hygina qui a été fabriquée à Aiglenny, un village à côté, mais à Toussy aussi et puis aussi à Auxerre. Donc c'est une histoire récente. Tous les jours il y a des vélos qui partent. Alors c'est pas des chefs-d'œuvre, mais des vélos historiques, si vous voulez, qui partent à la déchetterie, qui sont détruits comme ça, quoi. C'est dommage. Alors, donc on lutte un peu contre ça. Voilà, c'est un peu la nostalgie, c'est un peu idiot, mais voilà, quoi. D'accord. Alors on sent que vous avez bientôt une vingtaine d'années d'expérience dans le tourisme. On sent que du coup que vous avez des grosses notions et compétences en histoire et en géographie. J'ai pu écouter une interview radio de vous qui est en plus illustrée, que je mettrai en lien à cette interview. Tout à fait. D'ailleurs, on parlait du tissu du réseau routier et vous disiez, c'était donc il y a 2 ans, en 2015, qu'il y avait certains points noirs. Est-ce que ça s'est amélioré depuis entre Paris et ici ou... Des points noirs sur les traversées de routes dangereuses et ainsi de suite là. Je pense que vous faisiez allusion aux voies vertes orientées tourisme qui n'étaient pas... il y avait la discontinuité pour faire des parcours complets des fois jusqu'à l'Île-de-France ou... Oui, donc effectivement, donc le Tour de Bourgogne à vélo. Le problème, le tourisme en France est géré au niveau régional. Et alors donc, c'est la région Bourgogne, maintenant Bourgogne-Franche-Comté, qui pilote les projets. Et alors donc, ils ont piloté des projets à l'échelle de leur zone de compétence. Et donc, ils s'arrêtent à la frontière. On était à une époque, le Tour de Bourgogne à vélo a commencé la première pierre du Tour de Bourgogne à vélo était posée en 97 entre Givry et Cluny, en Saône-et-Loire. Et donc après, les institutions se sont basées sur les infrastructures existantes, les anciens canaux, et puis les anciennes voies de chemin de fer pour bâtir un réseau. Mais ils ont bâti un réseau à l'intérieur de la Bourgogne. À l'époque, il faut commencer par le début. À l'époque, on a voulu faire un produit bourguignon. Et après, seulement maintenant, on pense à le raccorder à l'extérieur et à le raccorder à des zones de résidence de clientèle. Voilà. Alors effectivement, donc dans cette interview là, c'est une interview sur Radio Flotteur, je pense, une radio de Clamecy qui est la capitale du flottage, où alors je leur parlais de l'opportunité de créer une liaison entre le Tour de Bourgogne à vélo et la région parisienne. Alors on a la rivière qui est juste là, c'est Lyon Lyon, et on dit que Lyon passe à Paris, on dit que c'est pas la Seine à cause du débit et de la longueur à la confluence à Montreux, ça serait la Seine. Géographiquement c'est la Seine. Mais bon, la rivière a été nommée, c'est Lyon qui passe. La rivière a été nommée Seine, mais en fait on devrait l'appeler Lyon. Alors donc tout ça pour dire qu'on a un lien naturel. On est dans la même vallée que Paris. Donc si vous jetez une bouteille à la mer ici, là, elle va passer à Paris. Donc on a un lien naturel. Et puis, alors ce lien, il a existé durant 4 siècles avec le flottage du bois. On exportait notre bois du Morvan à Paris
par cette eau-là, c'était très facile. On jetait je fais un raccourci, hein, les historiens du flottage du bois vont pas être contents, mais on jetait le bois dans l'eau et puis les Parisiens le récupéraient. Donc, et sans énergie, à part l'énergie du monsieur qui dirigeait le radeau, c'est tout. Et puis il y avait il y a d'autres liens entre la région parisienne et le Morvan, c'est les nourrices du Morvan. Les jeunes mamans morvandelles allaitaient les bébés parisiens. D'accord. Et d'un autre côté, on avait le placement des jeunes qui avaient des problèmes de famille, qui étaient placés dans le Morvan. On appelait ça les enfants de l'assistance publique. Donc il y a des liens très très serrés, historiques, liés à cette continuité géographique, sans aucun doute. La rivière, c'est quelque chose. Alors donc, maintenant, 2017, Paris, c'est 12 millions d'habitants. On dit qu'en France, on a 80 ou 100 millions de visiteurs par an. 1 sur 2 rentre sur le territoire français à Paris, soit en TGV, soit en Thalys, soit en Eurostar, soit en avion. Donc et après, ils sont à 2 pas de chez nous, quoi. Donc ça me semble important stratégiquement de faire une liaison entre la Bourgogne, entre le Tour de Bourgogne à vélo, et la Bourgogne a une notoriété internationale. Les Parisiens, les 12 millions de Parisiens, qui sont des urbains, typiquement, qui sont en manque de nature, en manque d'espace, ils seraient super contents d'avoir, qu'on leur aménage, il faut un peu les prendre en main, hein, qu'on leur aménage un chemin balisé pour les amener ici, au cœur de la nature. Et donc je pense qu'il y a une réelle opportunité à jouer là. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que j'avais fait cette vidéo. Très bien. Alors, pour revenir un peu à la maison du vélo, c'est quelque chose de saisonnier? Vous êtes ouvert toute l'année? Comment ça se passe? Alors, c'est forcément saisonnier. C'est forcément à cause de la météo. Voilà, c'est forcément saisonnier. Alors, par contre, on est quand même, on habite sur place et on est ouvert toute l'année avec des modalités différentes. Alors, on organise, il y a des entreprises qui font des séminaires, des choses comme ça, donc ça se passe en semaine, ça dure des fois une demi-journée, des fois 2 jours. On a des belles journées d'hiver où des gens veulent quand même faire du vélo, donc sur réservation, s'ils nous appellent, si nous avons un email, on répond, et puis on peut pratiquer l'activité toute l'année. C'est vrai que l'été, on s'astreint, l'été on est ouvert, les gens ils débarquent, ils n'ont pas choisi ce qu'ils allaient faire, mais ils vont manger une glace, ils vont faire du vélo, ils vont faire du pédalo, de la barque électrique, ils vont faire tout ça. Donc on a un fonctionnement de Pâques à la Toussaint comme ça, ouvert, et puis après on a un fonctionnement plus restreint, calé sur les week-ends et les vacances scolaires hors saison, quoi. Voilà. Et au niveau personnel, ça nécessite combien de personnes pour faire tourner On est 3,5, on est 2,5. Ouais. On est 2,5 entre la mécanique, les accueils, on est 2,5. Vous prenez des stagiaires, des jeunes ou... On étudie toutes les candidatures des gens qui se proposent, quoi. Voilà, c'est pas sorcier, faut aimer ça, faut connaître un peu le vélo aussi. On est un peu débrouillard. Il y a des gens qui sont plus doués en mécanique, d'autres qui sont plus doués en accueil, d'autres. Donc, on accepte. On accepte tout le monde. Oui. Mais on a des gens qui sont formés, qui reviennent tous les ans. On a une équipe permanente. Mais ça, c'est amené à évoluer en fonction des activités qu'on va créer. On a la chance. Moi, je suis quelqu'un issu du monde du vélo, et le fait d'être installé ici au bord de l'eau, il n'y a pas uniquement la véloroute, il y a aussi plein de choses à faire dans l'eau. Donc, je vous parlais de pédalo et de barque électrique. Pourquoi pas des paddleboats, pourquoi pas des choses comme ça. Il y a des choses à inventer. Donc, au fur et à mesure des activités qu'on va ajouter, qu'on va tester ici, on va voir si on ajoutera le personnel qu'il faut, quoi. Et pour vous, donc, souvent quand on parle du vélo, on pense au macadam, au vélo avec des roues, mais c'est vrai qu'il y a le pédalo. Pour vous, une maison du vélo, c'est vraiment indispensable que ce soit au bord des... Ah non. Non. Les maisons du vélo, ça peut être n'importe où. Ce qui est important pour une maison du vélo, à mon avis, c'est que ça soit proche. C'est un point intermodal, donc il faut que ça soit proche d'une gare et que ça soit facile d'accès, de manière à ce que les gens puissent changer de mode de transport. Alors, soit ils arrivent en voiture, ils peuvent se garer et prennent un vélo, soit ils arrivent en train, et là, en 5 minutes, 6 minutes, vous êtes sur le quai de la gare d'ici.
On a ici derrière vous, là, vous avez une ancienne voie de chemin de fer qui est plus en service, mais qui est reliée au réseau actuel et donc à la gare. Donc non, pour moi, le critère numéro 1 de la maison du vélo, c'est le côté intermodalité. Donc proche d'une route, proche d'une gare. Et puis proche d'un itinéraire cyclable. Donc là, nous, on a tout ça. Le côté au bord de l'eau, c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. C'est joli. L'eau, c'est le liquide dans lequel on est tous nés. Il y a quelque chose de magique dans l'eau. Et puis la brume du matin quand vous êtes au printemps ou à l'automne. Et puis le passage des bateaux, là, c'est magique. Là, vous n'avez pas de chance, on passe pas en ce moment. Mais vous avez un bateau qui passe ici, qui passe devant les grilles, là, sans bruit, et on voit une grosse masse qui se déplace et on voit pas le bruit. On voit juste ce truc qui bouge comme ça. C'est magique. Et puis il s'enfonce dans le brouillard plus loin là-bas. C'est un beau voyage. C'est un départ de voyage. C'est beau. Ouais. Ça rejoint un peu le vélo où c'est se mouvoir en silence. Oui, on est dans le monde de la lenteur, ouais, tout à fait. Alors nous, on n'est pas du tout tourné compétition, même si j'ai commis quelques erreurs quand j'étais plus jeune, mais on n'est plus du tout dans ce truc-là, quoi. On accueille, il y a des sportifs qui viennent ici, mais c'est pas notre créneau de développement, quoi. Il y a des magasins de vélo qui sont spécialisés là-dedans, qui vendent tous les accessoires qui vont bien, au gramme près, donc tout ça, mais c'est plus notre créneau, quoi. Alors, vous avez parlé de diversifier vos activités à cause du côté saisonnier. Là, aujourd'hui, vous accueillez un Repair Café, vous louez vos locaux pour des séminaires ou des choses comme ça. Comment dire en fait, vous servez aussi de point de ralliement, de point de départ. Comment ça se passe? Il y a des... on a un autre service qu'on rend, c'est qu'on gare les voitures des clients. Des gens qui vont faire le canal du Nivernais en 4-5 jours, ils ont besoin de garer leur voiture en sécurité. Ils ont pour avoir l'esprit libre, ils ont besoin de savoir que leur voiture, qui peut être une berline allemande ou leur voiture à laquelle ils tiennent, ils n'ont pas envie les médias nous disent que c'est dangereux partout, que les voitures brûlent. Les médias nous aident à faire notre travail et en entretenant des peurs comme ça, les gens sont prêts à payer pour garer leur voiture. Donc on a régulièrement 2-3 voitures qui sont garées chez nous. Donc voilà, les gens arrivent en voiture, ils louent un vélo ou ils louent pas un vélo, et ils démarrent leur voyage. Donc on a ce côté camp de départ, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, c'était ça, non? Là. Si, tout à fait. Alors dans le tourisme, au niveau du vélo, les gens vont par exemple partir d'un point A pour aller à un point B, mais ils vont pas forcément revenir au point A. Comment ça se passe? Vous faites partie d'un réseau pour pouvoir acheminer, enfin redispatcher les vélos qui sont loués, qui reviennent pas? Comment ça se passe? On a créé un réseau depuis une quinzaine d'années. On a créé un réseau on s'est inspiré sur le Vélib parisien, là où vous pouvez prendre un vélo à la Tour Eiffel et puis le rendre au Champ de Mars ou je sais pas où, moi, au Trocadéro, ou Place d'Italie, je sais pas où. Donc on a créé un réseau comme ça sur nos canaux. Avec tous les 50 km, on a un point de dépôt où les gens peuvent poser un vélo ou prendre un vélo. Et alors c'est toujours le même principe, c'est des points où on peut se déplacer, on peut y arriver autrement qu'à vélo. Donc les gens peuvent arriver à vélo et repartir en train, par exemple. Donc ce réseau s'appelle Vélib Bourgogne. On a adapté le Vélib parisien à notre truc. Alors le Vélib parisien, ça marche avec des bornes automatiques et une carte bleue. Nous, on n'a pas la même dimension. On a que 330 vélos, ce qui est pas mal pour le truc, mais il n'y a pas 10 000 ou 15 000 comme sur le Vélib parisien. Et puis nous, donc à chaque fois, les gens qui prennent un vélo, il y a un accueil. Les personnels des offices de tourisme sont aptes à donner des renseignements, quoi faire, quoi voir, quelle route passer, quoi visiter, où manger, où dormir, ainsi de suite. Quelqu'un qui loue un vélo à Paris, il sait exactement où il veut aller, donc il n'a pas besoin de renseignements. Il met sa carte bleue, il prend le vélo qui est en bon état, et puis il est parti, et puis il va le rendre plus loin. Quelqu'un qui loue un vélo chez nous, c'est moins facile. La personne a besoin de renseignements, il ne peut pas démarrer son voyage tout seul, quoi. Enfin, certains l'ont bien préparé avant, ils savent tout avant d'arriver, mais la plupart ne savent pas, ils ont besoin de renseignements, ils ont besoin des locaux pour être renseignés. J'ai vu le site internet, il y a un simulateur qui permet de savoir à peu près le coût entre la location, la distance et puis les accessoires.
vélo simple, tandem, remorque, etc. Donc c'est bien pratique. Mais ça se limite à la Bourgogne, ce réseau ou... Ah oui, nous on est limité à la Bourgogne, ça fait déjà beaucoup. En gros, on travaille à 250 km autour de chez nous. On a fait le choix de maîtriser. On travaille pas tout seul, on travaille avec des partenaires qui sont les hôtels, les offices de tourisme, les restaurateurs, les marchands de vélos, tous les taxis. On a toute près une cinquantaine, une soixantaine de prestataires comme ça, des partenaires. Et on a choisi de rester sur une zone qui va d'Orléans à Besançon et de Vitry-le-François à Mâcon et à Nevers, quoi. Voilà, on est en gros à 250 km autour de chez nous. C'est 250 km, c'est ce qu'un touriste fait en une semaine. 5 fois 50 km, voilà. Donc on préfère comme ça. On a eu quelques expériences de clients fidèles qui voulaient toujours passer par nous et qui voulaient aller faire des choses ailleurs. Et puis on a voulu leur faire plaisir et puis tenter l'expérience. On a vite fait de manger parce qu'il y a un taxi qui... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué d'organiser quand vous n'êtes pas en terre inconnue, quand les gens ne vous connaissent pas, ils ne font pas confiance. Il faut prendre des précautions qu'on ne prend plus chez nous parce qu'on est connu, parce que les gens savent comment on fonctionne. C'est assez confortable quand il y a un hôtel qui vous dit tiens, on a une réservation pour vous aujourd'hui, mais les bagages ne sont pas encore arrivés. Donc vous dites tiens, il y a un souci. Le fait d'être avec des partenaires et dans un fonctionnement rodé, on démine 90% des problèmes avant que le client s'en aperçoive. C'est la chaîne de prestataires qui fait que qui démine les problèmes, qui anticipe les problèmes et finalement ça se passe bien. Puis avec notre système de Véli Bourgogne, c'est quand il y a un vélo qui part en voyage et qui tombe en panne, ne serait-ce qu'à 30 km, on ne va pas le dépanner. On fait intervenir notre réseau. On dit au client, s'il y a un souci, vous changez le vélo. Vous ne vous embêtez pas, il y a des vélos partout. Vous le posez. Les gens soit c'est pas grand-chose, alors les gens de l'office le réparent. Soit c'est grave, alors on a un code, ils mettent la selle à l'envers et puis on le met de côté. Et puis nous, la prochaine fois qu'on passe, on le ramasse et il repasse un entretien. Donc c'est assez confortable et puis pertinent et performant de travailler dans un réseau de confiance, de confiance dans le sens où c'est les partenaires qui nous connaissent, de confiance et de connaissance. Je vous dis les expériences sur la Loire par exemple, un peu plus loin vers Blois où un restaurateur a confondu on avait réservé un dîner pour 12 personnes et puis manque de chance, le même soir il y avait un autre groupe de 12 personnes et puis dans notre restaurant ils ont cru que c'était la même réservation et alors donc ils n'avaient pas pris le nom du groupe, ils ne savaient pas que c'était un groupe Richou ou un groupe je sais pas quoi moi, et donc un groupe de 12, ah oui c'est nous le groupe de 12, mais non c'est eux, alors donc c'est compliqué quoi. Donc j'étais avec des étrangers là, avec des Américains, c'était un peu moyen. Ils ont compris mais c'est pas sérieux quoi. On a eu plein de soucis, moi j'accompagne on accompagne des gens, alors quand vous accompagnez des gens à vélo, dans nos journées il y a des dégustations, des visites et des choses comme ça, et puis on se promène à vélo, alors on connaît pas la forme des gens, on n'est pas à l'abri d'une crevaison, on n'est pas à l'abri de prendre du retard. Et puis je me rappelle d'un épisode encore sur la Loire à vélo où j'avais fait des reconnaissances la semaine avant ou 15 jours avant. J'avais reconnu mes routes et j'étais calé sur le parcours. Et manque de bol, j'arrive au milieu de la campagne et il y avait des engins, ils étaient en train de refaire la route. Et donc, route barrée et des engins, c'était pas possible de passer dans les champs. Et voilà. Donc si ça avait été chez moi, dans une zone que je connais bien, j'aurais même pas sorti la carte. J'aurais pu contourner. Connaissant le territoire, on anticipe complètement. Mais là, c'était pas possible. Et il faut ressortir la carte, refaire un itinéraire. Forcément, ça nous met en retard. Et après, donc, vous êtes attendu chez un prestataire. Enfin, le vigneron vous attend. Et puis, le vigneron ou le site vous attend. Vous avez un rendez-vous avec lui et puis vous n'en aurez pas rendez-vous. Enfin, ça complique tout parce que lui derrière il a autre chose. Et donc c'est vite. Ces quelques expériences-là m'ont découragé d'aller organiser loin de chez moi sur une zone sur laquelle on n'était pas, en connaissance et en confiance. Voilà. Et donc on a vite fait avec ces choses-là, de perdre tout l'argent, toute la marge qu'on a fait, on a vite fait de la perdre. Donc voilà. Alors quand on est tout seul, ça va. Quand on est employé, c'est un peu plus compliqué
D'où l'importance de rester à une échelle plus ou moins locale ou régionale où il y a de la maîtrise. Oui, c'est notre choix de rester sur une échelle où on maîtrise les choses, on maîtrise les gagner de l'argent, gagner de l'argent, comment dire. Un des meilleurs moyens de gagner de l'argent, c'est d'éviter d'en perdre inutilement, quoi. Parce que là, on a vite fait, je vous dis, quand vous faites intervenir des taxis pour vous dépanner parce que ils sont en course de nuit, tout ça, vous mangez, ça a vite fait de vous coûter 150 €. Si vous mettez un taxi qui vous ramène à un vélo ou qui des bagages perdus, des choses comme ça, c'est une galère complète, quoi. Et maintenant, on n'a plus ça. On a des tas de parades, des tas de choses qui nous permettent d'anticiper ces problèmes. On n'a plus ça. Ouais, on n'a plus ça. Puis bon, il y a plein de détails. Mais enfin, notre métier, c'est que des détails, mais c'est détails plus détails plus détails qui fait qu'au final, les gens sont contents. Et, c'est que des bricoles, mais il faut le savoir, il faut anticiper, il faut. Voilà, mais on met plus des gens dans le train le soir, enfin on met de moins en moins de gens dans le train, mais les gens on les met dans le train le matin. Quand on a besoin d'un aller-retour en train, enfin d'un aller en train et un retour à vélo, on met les gens dans le train le matin, parce que quand vous mettez des gens, quand vous leur dites vous avez un train en fin de journée, vous dites aux gens vous avez un train de 17h à tel endroit, soit les gens n'ont plus le train parce qu'ils sont trop, donc après vous êtes roulés parce que les gens ils sont à 50 bornes et puis il faut aller chercher. Soit les gens ils sont trop, ils ont peur de louper le train, donc ils se mettent la pression toute la journée, ils mangent vite et puis ils maîtrisent pas la route et puis ils sont pas à l'abri d'avoir une crevaison, un truc comme ça, donc ils vont arriver 2 heures à la gare avant et puis ils vont poireauter, donc ils vont passer leurs vacances à attendre un train à la gare, quoi. Donc c'est moyen. Donc on met le transport le matin, on accueille les gens à 9h et puis on les met dans le train à 9h20 et puis je vous dis des horaires au pif, mais et puis après, les gens, une fois qu'ils ont fait leurs 3 quarts d'heure de train, ils sont à pied d'œuvre, ils font du vélo, et après, c'est les vacances. Ils ont plus, il n'y a plus de contraintes. Donc, enfin, là, je vais te prendre un exemple comme ça au hasard, mais c'est le genre de détails qui font que ça facilite la vie et qu'on on se crée pas des contraintes inutiles, quoi. Inutiles pour nous, inutiles pour le client. Voilà. Et les clients acceptent ils apprécient d'être relax, de pas avoir l'esprit. Ils n'ont plus rien à penser. Enfin, ils sont en vacances, quoi. Bien sûr, il ne faut pas que ça tourne au cauchemar. Oui, c'est ça. On travaille en sous-traitance avec d'autres agences là. Ils font des trucs, c'est cauchemar. Nous, on est content parce qu'on les dépanne. On est content. On intervient, nous, on est les sauveurs, on est les pompiers. C'est pas nous qui avons créé le problème. Alors nous, on arrive pour dépanner. On dit, on l'avait bien dit que ça se passe pas comme ça. Donc on est content et puis on se fait rémunérer pour la prestation, sans exagérer, mais on fait pas. On voit bien que c'est des galères, quoi. C'est des galères complètes. La SNCF, je sais pas où vous diffusez ça, mais la SNCF, ils sont plus du tout fiables, quoi. Moi, quand j'ai commencé mon travail, je faisais la pub il y a 15 ans, quand j'ai commencé dans le tourisme à vélo. Pour moi, le train, c'était génial, et c'était la complémentarité train plus vélo, c'était fantastique. C'est de la liberté. Vous avez pas de bagnole à garer, vous montez dans le train, il vous pose un endroit, à 1 minute, 2 minutes près, vous savez quand vous allez arriver, vous savez quand il part. Et puis, vous êtes votre vélo, votre valise et votre petit sac. Et c'est nickel, le voyage commence, quoi. Vous n'avez pas de parking, vous n'avez pas à revenir au point de départ, vous êtes en liberté, en légèreté, quoi. Alors, on a eu pas mal de galères avec la SNCF durant ces 3, 4, 5 dernières années. Maintenant, on met plus du tout, on base plus du tout nos séjours sur la SNCF, quoi. On met des navettes privées, des taxis, des bus, et on met plus du tout de. C'est galère, hein, c'est vraiment. Ça me gêne de dire ça, mais c'est la réalité, on fait plus, quoi. Voilà. Très bien, je vous remercie. Est-ce que vous voulez nous faire un tour de vos locaux un petit peu Alors là, donc, on est devant la maison du vélo. Là, on est au bord du canal du Nivernais. Alors, vous voyez ici des bateaux là qui ont dû démarrer leur séjour ce matin ou hier à Migène, et puis qui font leur première étape après 25 km de navigation. Ils font leur première étape à Auxerre. Ils se garent là, ils sont à l'ombre. À peu près au calme. Aujourd'hui, j'entends les tronçonneuses là, mais ça c'est juste un chantier de la journée. Mais sinon, c'est un endroit super calme, il n'y a pas de voiture. Et puis, ils vont aller profiter des charmes de la ville d'Auxerre, la ville historique, et puis avec tous ces restaurants et tout ça. Et puis ici, de ce côté-là, là vous avez la première écluse du canal du Nivernais. Là, on est c'est la première écluse du plus beau canal d'Europe. Voilà, un joli coin. Donc c'est là qu'on travaille. Et puis derrière, de ce côté-là, là vous avez une vigne qui a été plantée récemment par Voies Navigables de France pour rappeler la thématique bourguignonne viticole.
Et puis derrière, vous avez la rivière Yonne qui est juste derrière. Là. Voilà, donc là, voilà la maison du vélo maintenant, qui était la maison de l'eau, qui était à la fois qui était une usine élévatoire, qui est sur le site d'un ancien moulin. Alors on va avancer un peu, je vais vous montrer les biefs. Donc là c'est un petit coin d'accueil, le canal... Vas-y Marine. Le canal juste au premier plan ici, puis là une petite cour sympa pour, vous voyez, bon, les enfants mangent des glaces, pour avoir un petit coup et tout, c'est sympathique comme tout, fleuri, voilà. Et puis ici, là, alors bon, il y a des herbes qui sont arrivées dans le bief, mais ici, vous voyez le bief aval du moulin des Prés. Voilà. Alors maintenant, ça n'a plus d'utilité à part l'agrément. Bon, ça demande un peu d'entretien, mais voilà l'attrait. Bonjour. Ah, c'est pas là. Allez par là. Vous faites le tour du bâtiment, c'est tout derrière là. Il faut faire tout le tour du bâtiment. D'accord, merci. Pas de souci. Alors ici, on est sur le bief aval. Et donc là, on a un ponton. Alors il y a des bateaux des pédalos qui sont partis en balade aujourd'hui, mais voilà le point de départ. Alors là, c'est le départ vers la ville. Là, on est sur le bief aval de la maison du vélo. Et puis c'est un bief privé, donc il nous sert de Dars, en gros, de port. Et puis après, les gens peuvent aller découvrir la ville et découvrir le panorama à partir d'ici. C'est assez bien placé. Ouais. Donc ici dans l'ancienne, donc maintenant la maison du vélo, mais c'est l'ancienne salle des pompes. Vous voyez ici deux pompes monumentales qui étaient les pompes qui pompaient l'eau. Ouais. Voilà. Donc il y en avait 3, il en reste plus que 2. Ça marche plus, c'est une déco un peu encombrante, mais c'est très intéressant. Enfin, les Anglais sont friands de ce genre de patrimoine. Et puis donc là on a fait donc il y a cette déco d'origine là, typique que les Anglais aiment beaucoup, ces pièces monumentales là. Et puis on a rajouté toute une dimension vélo en pendant tous ces vélos historiques au plafond. Exactement. Ouais. Bon, c'est plus de la déco qu'un côté musée, mais c'est vrai qu'il y a des pièces historiques. Il y a des pièces historiques ici. Voilà, et puis on a quelques spécimens. Alors on a un grand bi là. On a des. Alors ça c'est un grand bi de fabrication récente. Hein. C'est un grand bi de fabrication allemande avec une route 36. Donc ça c'est pas quelque chose qu'on loue, mais les gens sont contents de faire un essai avec ça. Alors ils en font généralement pas plus de 5 minutes, mais bon il y a un côté sympa quoi. Et puis qu'est-ce qu'on a? Puis on a des choses comme ça, un vieux triporteur là, qui a été récupéré dans le coin. Voilà, sinon après il y a nos flottes de location là, qui sont ces vélos jaunes là, qui sont principalement des gitanes, des vélos français, et puis des vélos qui sont confortables et fiables. Voilà. Alors c'est pas au niveau de la balance, c'est des vélos qui font au moins 12 kg, c'est des vélos qui sont pas. C'est pas des vélos pour faire le Tour de France, mais nos clients ils disent vos vélos roulent tout seuls. Donc pour nous ça c'est un compliment à chaque fois que. Alors c'est vrai que on fait rien de spécial, hein. Les pneus sont bien gonflés, les vélos sont graissés, les freins sont réglés, donc c'est vrai que ça va bien quoi. Oui. Oui, j'ai vu sur internet, vous faisiez un peu des tutos mécaniques, des choses comme ça. Alors ça c'est pour nos vélistations, c'est pour les filles pour les filles des offices de tourisme qui louent nos vélos, monter une carriole, monter un siège bébé, enfin ce genre de trucs quoi. Alors, donc, on faisait ça au début parce que maintenant on a tout fait, on a fait monter un siège, démonter la roue avant, remonter la roue avant, accrocher une carriole, on a fait tous ces trucs là. Puis maintenant qu'elles ont vu une fois, il y en a une qui nous a appelé il y a 2-3 jours. Là. Je vais rebalancer la vidéo. À Migène, elle avait une carriole, elle ne savait pas la monter. Voilà, donc on a fait ça à usage interne. Alors effectivement, c'est des vidéos publiques, mais c'est à usage interne.
fois ils nous demandaient comment allumer les lumières sur les vélos, des bricoles. Alors, quand on est à distance, c'est compliqué. Voilà, non, un mot de conclusion, qu'est-ce que je veux dire? Faut essayer, quoi. Faut venir, faut essayer, faut tenter le voyage à vélo. Pour moi, le voyage à vélo, moi, j'ai voyagé à moto, à pied, en voiture, en train. J'ai voyagé par tous les moyens possibles, à part peut-être, à part l'avion. Enfin, si, j'ai voyagé en avion, mais j'ai voyagé en canoë, kayak aussi, en itinérance. Non, pour moi, le vélo, c'est le meilleur truc. Enfin, pour moi, le vélo, le vélo traditionnel, hein, pas le vélo électrique. Le vélo traditionnel, pour moi, c'est un bon moyen de voyager à vélo. C'est un bon moyen de voyage, c'est un bon moyen de découvrir un territoire. C'est de la liberté. Il n'y a pas de contraintes mécaniques. Il n'y a pas de contraintes de parking ou de choses comme ça. Quand on voyage à vélo. Quand on voyage à vélo, si on maîtrise un peu qu'on connaît un petit peu le matériel et qu'on maîtrise un peu des rudiments de mécanique, on n'est jamais en panne. Donc, quand on a un vélo en bon état, non, pour moi, le voyage à vélo, c'est le meilleur moyen de voyager. Quand vous voyez un paysage, quand vous êtes en voiture, vous dites ah, château, je m'arrêterai bien. Alors vous regardez, vous pouvez vous garer et puis vous regardez derrière s'il n'y a pas quelqu'un qui pousse, qui veut vous doubler. Et puis après, il n'y a pas de place. Et puis donc, il s'est passé à 500 mètres parce que vous n'avez pas trouvé de place. Et puis finalement, vous arrêtez pas parce que vous ne pouvez pas vous arrêter. Quand vous êtes à vélo, vous voyez un truc super chouette, vous serrez les freins, en 3 mètres, vous êtes arrêté. Vous posez le vélo dans la banquette et puis vous faites votre photo, vous arrêtez. On a un contact avec le territoire bien plus intense. Et puis quand vous arrêtez un carrefour. Alors moi je l'ai fait l'expérience plusieurs fois à vélo ou à moto. Vous voyagez avec des sacoches et puis vous arrêtez un carrefour, vous sortez la carte. Immanquablement, il y a des gens qui viennent vous parler pour vous demander si vous êtes perdu. Alors, ce qui arrive même, c'est que les gens vous parlent en anglais. Alors, je me rappelle être voyagé en France et puis je déplie la carte et puis quelqu'un se met à me parler en anglais. Je me dis pourquoi il me parle en anglais? Alors, je lui réponds en anglais, je pensais qu'il était anglais et puis finalement j'ai vu à son accent que c'était un Français qui faisait un effort de parler en anglais. Donc on a parlé en français. Et donc leur réflexe, c'était de voir uniquement des étrangers qui se promènent à vélo comme ça. Et donc le fait de quand vous êtes à vélo, vous faites pas peur. Quand vous êtes en moto, moi je me suis arrêté en moto, vous avez le même problème. Vous n'avez pas de GPS embarqué dans la voiture. Donc et puis quand vous prenez les petites routes, c'est ce que je fais quand je voyage, moto ou en vélo, je suis sur les petites routes, vous avez besoin il n'y a pas des panneaux partout, et puis on prend souvent des itinéraires bis, donc on a besoin de faire le point régulièrement, de sortir la carte. Et là, quand vous êtes en moto, même si vous avez votre casque, vous sortez la carte, il n'y a personne qui s'arrête. Vous faites pas... je sais pas, c'est pas que vous faites peur, mais quelqu'un en vélo, il y a un capital sympathie, il y a un truc où on va vers lui, quoi. Donc pour moi, c'est le vélo, je sais pas parce que c'est mon métier, mais en termes de loisirs aussi, c'est pour moi un des meilleurs moyens de transport, quoi. Et puis alors j'ai aussi voyagé à pied. À pied, il y a des longueurs, hein, et puis quand on compte que sur ses jambes. Donc quelquefois, quand le territoire est accidenté, je pense à des montagnes, des choses comme ça, la seule moyen de se déplacer, c'est à pied, donc là il n'y a pas de souci. Par contre, dès que ça devient un peu roulant, dès qu'il y a un peu de longueur, à pied, c'est vraiment, vous êtes prisonnier de vos pieds, quoi. Donc quand vous êtes limité à 25, 28, 30 km par jour, vous ne faites pas plus, quoi. Puis quand on vous indique une chapelle à 3 km, vous n'y allez pas, quoi. C'est clair, 3 km plus 3, c'est à côté, mais à pied, c'est 6 km, c'est 1 heure, une bonne heure. Donc vous ne faites pas. À vélo, on a une liberté, qu'on n'a pas à pied. Quand en fin de journée, vous arrivez dans la ville, enfin dans le village que vous vous étiez donné comme étape, et puis qu'on vous dit il n'y a plus de place. Alors, et puis là, quand vous êtes à pied, la dame ou le monsieur vous dit « Ah, il n'y a pas de place, mais c'est pas grave, il y en a à 3 km ou à 5 km. » Alors pour elle, c'est rien parce qu'elle a une voiture et puis elle se déplace, c'est à côté. Et quand vous êtes à pied, vous avez déjà fait 25 km, on vous dit il y a encore une bonne demi-heure de marche et éventuellement, il faut
s'écarter du chemin et que demain, il faudra refaire 3 km pour se remettre sur le chemin, là, c'est compliqué. À vélo, on vous dit à 3 km, à 5 km, vous montez dessus, ça se fait tout seul, quoi. Donc, pour moi, le vélo, c'est pour voyager chez nous en Europe, là, c'est le meilleur moyen de voyage. Vous avez des pèlerins qui passent par ici? Ah ouais, on est sur 2 chemins de pèlerinage de Compostelle, là, des gens qui viennent de Namur, qui descendent sur Vézelay, puis après sur Périgueux et sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Puis on a une voie qui a été remise à jour il n'y a pas longtemps, la voie Paris-Sens-Vézelay. Donc on a pas mal de pèlerins qui descendent, qui remontent la vallée de la Seine, qui arrivent chez nous. Donc Auxerre et au carrefour de ces 2 voies, vers Vézelay. Donc on accueille pas mal de monde, et puis après il y a des tas de gens qui font leur périple à eux. Les Hollandais ont un guide qui s'appelle Outdoor, et ils passent par ici. Ils viennent de Troyes, Pontigny, puis ils descendent ici, puis ils redescendent sur Vézelay. Donc ils passent à Auxerre, ils ont besoin, c'est des gens qui sont pragmatiques, ils ont besoin d'hébergement. Donc ils vont de ville en ville. Auxerre, une ville suffisamment importante pour avoir assez d'hôtels, assez de camping. Ils savent qu'en venant à Auxerre, ils vont trouver de la place. Alors que ce n'est pas le cas si vous allez dans les petites villes, dans des gros villages de petites villes, vous n'êtes pas sûr que ce ne soit pas complet. Donc non, Auxerre, on est bien placé pour ça. Ouais. Sinon, le vélo électrique, vous êtes obligé d'en fournir en location, à la vente? On en a une quinzaine de vélos électriques qu'on a en location. Il y a pas mal de demandes? Oui, il y a de la demande. Alors, pas mal de demandes. Ouais, il y a de la demande, ouais. C'est le vélo électrique. Ça rentre dans les mœurs, ça fait venir des gens. Ça fait venir au vélo des gens qui se sentaient étrangers à ça, quoi, qui pensaient pas avoir la force. C'est une discipline un peu différente du vélo, hein, mais c'est bien, ouais. C'est bien le vélo électrique. Moi, je vois ça. Le principal attrait du vélo électrique, je le vois dans le remplacement de la deuxième voiture. Donc, je vois plutôt au côté utilitaire. Non, pour les travailler. Ouais. Pour les travailler sans ascenseur. Et puis, quand vous partez en balade avec un vélo électrique, vous êtes dépendant d'une prise électrique. Et toute la journée, vous regardez la jauge pour savoir, quand c'est votre vélo que vous pratiquez, vous savez exactement ce qu'il y a dans le ventre. Quand c'est pas votre vélo, que le marchand vous a dit qu'il était 90 km, vous dit 80 km en descente, 80 km à plat, 80 km en côte. Alors, vous savez pas. Vous savez pas. Alors, quand vous voyez la jauge qui baisse, vous passez de 5 bars à 4 bars à 3 bars à 2 bars, vous dites qu'est-ce qui se passe? Donc, vous passez votre demi-journée à vous dire est-ce que c'est moi qui vais devoir emmener les 25 kg du vélo, quoi. Je vous parle pas des problèmes d'humidité, du poids mort à emmener quand même, ça fait 25 kg. Il y a un poids mort à traîner qui est pas négligeable, mais qu'on n'a pas sur un vélo traditionnel. Même si vous avez des vélos confortables comme ça qui font 12-13 kg, ce qui est lourd par rapport à un vélo de course, c'est sans comparaison avec un vélo électrique ça ressemble plutôt à une mobilette à traîner, quoi. C'est lourd, hein. C'est le Solect 2.0. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors ça va faire des progrès, mais pour l'instant, je vous dis, moi, alors c'est bien pour remettre en selle des gens qui sont un peu éloignés de toute pratique sportive, et puis c'est bien pour remplacer la deuxième bagnole, quoi. Moi, je vois ça. Voilà le créneau. Et puis alors, je parle du côté économique. Le côté économique, c'est les assurances, les contrôles techniques. Non, le côté, comment dire, rentabilité. Pour nous, loueurs, ça coûte 1500 €. Les premiers modèles qu'on achète, on les paye 1500. On ne peut pas rentabiliser ça, quoi. Notre modèle, nous, c'est de les acheter au printemps, puis de les vendre, on les achète neufs, et puis on a une remise revendeur, et puis on les revend à l'automne, quoi. Donc il y en a qui ont 50 km, il y en a qui vont avoir 1500, 2000 km sur la saison, puis on les vend à l'automne sans perdre trop d'argent dessus, quoi. Donc c'est le seul modèle économique qu'on ait trouvé pour rentabiliser, pour pouvoir proposer à la location des vélos électriques sans... Vous repartez sur un parc neuf tous les ans on change, ouais. Okay. Ouais. Non, en plus c'est pas, il faut les faire tourner régulièrement. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors ça a dopé le commerce de détail. Tous les marchands de vélos là, ils se sont refaits sur le vélo électrique parce qu'ils en ont vendu plein à des gens qui venaient jamais dans leur magasin. C'est de nouveaux clients. Donc c'est des gens qui ne sont pas regardants
sur la taille des pneus, le derrière. Tout ça. Enfin, c'est pas des cyclistes, c'est pas des cyclistes aguerris qui sont exigeants. Donc, et donc, si on veut acheter un vélo chez vous, faut venir vers quelle période? Ah ben ils vont être mis en vente là. On tient une liste d'attente parce que les gens qui essayent les vélos, ils nous demandent si on les vend. Oui, bien sûr, on a une liste d'attente qui est largement pleine. Alors, par expérience, on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas attendre qu'on vende les nôtres, mais qui vont avoir une opportunité d'en acheter un autre ailleurs ou un neuf. Et puis sinon, là, on a des locations jusqu'à fin septembre, mais dès début octobre, on va les mettre en vente. Ouais. Donc, on les vend autour de 1 000 €, 1 100 € selon les kilomètres qu'ils vont avoir. Selon l'état, il y en a qui vont être tout neufs, qui sont encore brillants, et puis il y en a qui ont quelques éraflures, parce que bon, il y a des clients qui sont moins soigneux, ou dans le transport, on les a esquintés. Mais voilà, mais c'est des vélos qui ont un bel aspect, quoi. On parlait d'électrique juste avant, même s'il y a des gens qui roulent sans vélo électrique, il y a toujours il y a de plus en plus de smartphones, des choses comme ça. Il y a moyen à la maison du vélo de recharger, d'avoir accès à une prise? Oui, bien sûr. Ouais. Alors c'est pas une demande... bien sûr, il y a des gens qui sont en voyage, il y en a qui rechargent leur vélo électrique aussi. Donc ils boivent un café, ils branchent leur truc, ils chargent une demi-heure. Oui, on fait ça, bien sûr. Et ce qui est aussi demandé, alors de moins en moins, mais c'était le Wi-Fi. Il y a quelques années, le Wi-Fi, c'est indispensable. Alors pour les étrangers, maintenant que les frais de roaming sont... enfin, la surtaxation du roaming est interdite maintenant, les gens vont pouvoir utiliser leur forfait étranger sans surcoût, ce qui n'était pas le cas il y a encore 6 mois. Donc les gens ils se connectent en 4G, on est en ville ici, une connexion 4G, mais on offre le Wi-Fi est gratuit, et puis les gens, voilà, ça fait partie des choses. Là on a une ancienne génération, on a la borne d'info du canal du Nivernais, cette borne-là qui est un ordinateur connecté sur la base de données départementale, qui n'est plus consulté. Les gens ils ont leur smartphone dans la poche, ça on va la démonter parce que ça sert plus à rien. Ça a été utilisé au début, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les gens ils trouvaient ça bien de pouvoir se connecter sur un ordinateur sans... mais c'est fini maintenant. Les smartphones, tout le monde a un smartphone dans la poche. Alors, voilà. Il n'y a plus qu'à attendre les pistes cyclables photovoltaïques pour recharger. Oui, avec un système d'induction qui recharge directement le vélo. Ouais. Je sais pas vers quoi ça va se... Je sais pas comment va évoluer le vélo. Mais le vélo électrique, c'est une nouvelle demande. C'est un peu différent de ce... Ouais. Le dernier hybride, c'est le cyclocross, je crois. Ah, le gravel bike, c'est ça? C'est des vélos de cyclocross. C'est des gens qui voyagent avec des vélos de cyclocross. Ouais. Et ils sont en autonomie, mais autonomie light, ils n'ont pas de tente. Et vu qu'ils ont des cyclocross, des gravel bikes, ça s'appelle. Mais ça a vraiment l'allure c'est un cintre, c'est des petits pneus, 28 jusqu'à 30, mais pas beaucoup plus. Des cadres acier, pas suspendus, et des freins à disque souvent. Et ils peuvent pas emmener beaucoup de bagages. Donc ils ont des espèces de tubes étanches, type kayak là, et puis ils collent ça sous un porte-bagages qui est derrière la selle, et puis ils en collent un dans le cadre, et ils ont tout leur puis peut-être un sur le guidon, ils ont tout leur matériel qui est là comme ça. Gravel bike, alors il y a des gens qui font ça. Alors eux c'est des gens qui roulent, ils font au moins 100 km par jour dans les chemins. Alors pas du sentier technique, mais des chemins agricoles, des choses comme ça. Ils traversent la France, ils font la méridienne verte. Là, il y a un truc, comment ça s'appelait, la French Divide, là, ils sont partis du nord de la France, ils sont venus ici en 2-3 étapes, puis ils descendent plus bas. Voilà. Alors ils prennent des bouts de canaux, mais ils prennent pas mal de chemins. Ils prennent des chemins, quoi. C'est costaud, hein. Puis le vélo par lui-même, il est performant, mais il n'est pas hyper confortable, donc il faut être... C'est pas pour les premiers venus, quoi, c'est pour des gens qui pratiquent. Voilà, ça c'est la dernière mode, le gravel bike. Ouais. Mais on n'est pas tellement impacté nous par ça. Je vous remercie. Eh bien, bienvenue et bon retour. Merci.